Très bien, mesdames, messieurs, donc il est 10h30 et nous allons commencer ce conseil d'installation de la nouvelle mandature 2026-2032 et peut-être 2033. On saura au cours de l'année. Chers collègues, donc je vous souhaite à tous la bienvenue ainsi qu'aux pèleriniers qui sont derrière leurs écrans. Donc c'est un conseil un peu particulier, le conseil d'installation, puisqu'en fait il va y avoir 3 présidents. On va commencer par le maire sortant, on va commencer après par le doyen d'âge pour l'élection du maire, et ensuite le maire élu pour la suite, après le début des délibérations et la suite du conseil. Donc je vais commencer par faire l'appel des colistiers. Donc Philippe Berthoud, présent. Cécile Mariadec, présent. Pascal Monnier, présent. Sylvia Brizard, Dominique Joly, Virginie Merlet, Yann Lenoé, Martine Poulain, Franck Vaillant, Aude Morantin, Christian Dréan, Nathalie Moiseau, Laurent Prinot, Christelle Boutin, Yannick Sorin. Mathilde Carrefour m'a donné pouvoir à M. Philippe Berthoud. Thomas Lecam m'a donné pouvoir à Mathieu Dabin. Emmanuel Parise. Paul Brunet. Présent. Nathalie Gasnier. Présente. François de Laujardière. Il est là. Ségolène Barbier. Mathieu Dabin. Gaëtan Vincent. Caroline Deilly. Florent Duvaux. Betty L'équipe. Jean-Marc Pasquale. Et Muriel Benave. Très bien, donc le quorum est atteint. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est Cécile Mariadec qui sera la secrétaire de séance. Et après, donc, on va passer à un premier vote, alors qui est un peu surréaliste, mais il faut approuver le PV du conseil précédent. Donc, beaucoup d'entre vous n'étaient pas présents, mais c'est une obligation. Donc, je rappelle qu'on vote, c'est la transcription du PV et non pas les délibérations qui ont pu être votées. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez lu, hein, il était disponible. Donc, on va passer au... D'abord, y a-t-il des questions sur ce PV? Oui, monsieur Vincent. Il faut appuyer sur le côté. Sur le côté, là, oui. Voilà. Dans le côté, et après le bouton... voilà. Non. Voilà, c'est bon. C'est bon. Merci bien. Donc en effet, nous n'étions pas élus à ce moment-là. Par contre, nous étions présents au moment de ce conseil municipal. Juste une remarque, je regrette que les propos de Françoise Paquet ne soient pas retranscrits dans ce PV. Alors, c'est la question qu'elle m'a posée à 3 personnes pendant l'élection et je lui ai répondu, c'est-à-dire que lorsque j'ai terminé le conseil en disant, comme le prochain maire le dira aussi, c'est le conseil est terminé, donc la régie coupe la retransmission. C'est aussi simple que ça. Mais oui, non, mais c'est comme ça que ça se passe. La retransmission, c'est une chose, je l'entends bien. Voilà. Après, on était sur un fin de conseil. Oui, voilà, mais... Je pense que ça pouvait être intégré au PV, même si ce n'était pas dans la retranscription. C'est une volonté. Je le note, c'est tout. J'avais donné mon accord à monsieur Michneau pour qu'il parle, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai dit, alors peut-être un peu trop vite, mais j'ai dit que le conseil était terminé. Bon, voilà. Et comme là, c'est pareil, quand le conseil sera terminé, on arrête la retransmission. Donc, s'il n'y a pas autre chose, nous allons mettre aux voix qui est contre ce PV, qui s'abstient. Donc, la minorité, qui est pour la majorité. Très bien. Après, je vais donc vous dire le sommaire de ce conseil d'installation. Donc on va commencer par l'élection du maire, ensuite la fixation du nombre des adjoints, l'élection des adjoints, après il y aura la lecture de la charte de l'élu, la fixation des indemnités de fonction, la délégation du conseil municipal au maire,
Et enfin, 2 délibérations relatives au CCAS, au Centre communal d'action sociale, que sont la détermination du nombre d'administrateurs du Centre communal d'action sociale. Voilà. Alors après, oui, quelque chose avant de passer, un petit rappel qui est fait sur l'élection, puisqu'en fait, il y a eu quand même quelques coquilles dans les journaux, aussi bien Ouest France que le Courrier du Pays de Ré. Donc, une précision, donc l'équipe, enfin, nous Pèlerinet, donc conduit par Philippe Berthoud, a eu 54,83% de comment exprimer, donc a obtenu 23 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire, et non pas 2 comme c'était indiqué. Et la liste interpelle liste citoyenne, donc menée par M. Gaëtan Vincent, qui a obtenu 45,17 voix, a donc obtenu 6 sièges au conseil municipal et aucun au siège communautaire. Voilà, ça c'est fait. Après, je déclare que le conseil municipal est installé et je passe la suite au doyen de l'Assemblée, donc Yannick Sorin, pour l'élection du maire. Bonjour. Je remercie Monsieur le maire sortant. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de doyen d'âge du conseil municipal, j'ai l'honneur de prendre la présidence de la séance, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Je vous propose donc de procéder à l'élection du maire. Je constate que le quorum est atteint et que le conseil municipal peut valablement délibérer. Conformément à l'article L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, je vous rappelle que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle, conformément à l'élection, devient définitive. L'élection du maire se déroule au scrutin secret. Aux 2 premiers tours de scrutin, la majorité absolue est requise. Au 3e tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Pour rappel, le bureau est constitué de 2 assesseurs, du secrétaire de séance et du président de séance, c'est-à-dire moi. Le secrétaire est Madame Cécile Mariadec. Les 2 assesseurs sont par tradition les 2 plus jeunes membres du conseil municipal, un issu de la majorité et un issu de la minorité. Je propose donc à M. Paul Brunet pour la majorité et M. Florent Duvaux pour la minorité d'être assesseurs approuvés. Le bureau est donc constitué. Je vous invite maintenant à faire acte de candidature pour la fonction du maire. C'est bon? Oui. Nous allons procéder au vote à bulletin secret. Vous avez devant vous un bulletin ainsi qu'une enveloppe. Vous devez utiliser le bulletin pour exprimer votre vote et le glisser dans l'enveloppe. Les 2 assesseurs vont passer devant chacun de vous afin que vous puissiez déposer votre bulletin dans l'urne. Pour celles et ceux qui disposent d'un pouvoir, vous voterez donc pour vous, puis pour le conseiller qui vous a donné pouvoir. Je vous laisse donc un temps pour procéder au vote avec le bulletin qui est devant vous. Le scrutin est clos. Nous allons... Non, c'est fini? Excusez.
nos assesseurs de passer avec lui. Le scrutin est clos. Nous allons procéder au dépouillement.
Merci. Est élu maire M. Berthoud Philippe par 23 voix à 6. Merci pour la photo quand même. Je vous invite, monsieur... Hop, j'ai été trop vite. Je vous invite, monsieur le maire, à prendre la présidence de la séance. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, François. Merci, monsieur le président par délégation. Chers amis, en ce jour d'installation de notre nouveau conseil municipal, je souhaite d'abord vous exprimer ma profonde gratitude, teintée d'émotion, pour la confiance que vous m'accordez en m'élisant maire de notre commune. Mais cette élection n'est pas celle d'une seule personne, c'est celle d'une équipe, d'un collectif qui s'est engagé avec sérieux et détermination au service de notre territoire. Être maire, ce n'est pas décider seul, c'est construire ensemble. C'est pour moi un honneur immense et une responsabilité que j'assumerai avec engagement, humilité et détermination. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de mes colistières et colistiers. Votre énergie, votre fidélité et votre disponibilité tout au long de la campagne ont été exemplaires. Nous avons su bâtir une équipe soudée, sincère et ambitieuse, prête à agir pour notre commune. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous prenons le relais pour mettre en œuvre les projets que nous avons portés dans l'intérêt de toutes et de tous. Je veux également adresser un mot à la liste d'opposition. Votre place est essentielle dans la vie démocratique de notre commune. Le débat, lorsqu'il est respectueux et constructif, est une richesse. Les échanges d'idées, les questionnements et les vigilances que vous apporterez contribueront à améliorer nos décisions. Je souhaite que nous puissions travailler ensemble dans un esprit de transparence et de respect, car c'est ainsi que nous servirons au mieux nos habitantes et nos habitants. Le mandat qui s'ouvre devant nous sera exigeant. Nous aurons à relever des défis importants, accompagner la transition écologique, renforcer les solidarités, soutenir nos associations qui font vivre notre commune au quotidien et veiller au bien-être de chacune et chacun. Mais je suis convaincu d'une chose, collectivement, nous avons les ressources, l'énergie et la volonté pour avancer. Je m'engage à être un maire proche, à l'écoute et accessible. Un maire qui rassemble, qui agit et qui fait de notre commune un lieu où il fait bon vivre, bien grandir et s'épanouir. À toutes et à tous, soyez assurés que nous mesurons pleinement la responsabilité que vous nous confiez aujourd'hui. Nous serons au rendez-vous pour notre commune et pour chacun d'entre nous. Merci à tous. Alors ça, c'est fait. Nous allons donc passer maintenant à la fixation du nombre des adjoints. Le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage est une limite maximale à ne pas dépasser. Il n'est donc pas possible d'arrondir à l'entier supérieur le résultat du calcul. Le nombre de conseillers municipaux étant de 29, le nombre d'adjoints au maire peut donc être au maximum de 8. Le nombre d'adjoints doit être décidé avant l'élection de ces derniers, mais peut ne pas faire l'objet d'un vote formel, si l'assentiment de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou le président de séance. Il est donc proposé de fixer le nombre d'adjoints au maire à 7. Le conseil municipal est invité à fixer le nombre d'adjoints au maire à 7. Qui est contre? Ouais. Bah, normalement, non. Mais allez-y. Ouais. Non.
Oui. Bon. Une simple question. Mandat dernier, il y avait 8 adjoints. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 7. Quel est le choix de cette organisation et pourquoi avoir fait ce choix? Un choix d'organisation simplement pour cette nouvelle équipe et d'optimisation des postes. Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ah, non, pardon. Abstention? La minorité, donc. Et qui est pour? La majorité. Merci. Nous allons donc maintenant élire les adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 et doit être composé alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les différents groupes politiques composant le conseil municipal ont été invités à préparer une liste remise au maire en début de séance qu'ils présentent à l'ensemble du conseil lors de cette première réunion. Il n'y a qu'une seule liste. Donc, la liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire devront comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présentation de listes incomplètes. L'ordre de présentation des candidats devra apparaître clairement. Donc, vous avez la liste devant vous, vous avez un bulletin blanc également et une enveloppe. On va donc procéder au vote à bulletin secret. Monsieur Duo. Ah ben,
donc le résultat, donc 23 pour la liste de la majorité et 6 bulletins blancs. Donc la liste proposée par la majorité d'adjoints est donc élue. On va donc pouvoir remettre, je vais donc pouvoir remettre les quelques écharpes aux adjoints qui n'en ont pas. Madame Merlet. Monsieur de Noé. Madame Poulain. Bien, un petit moment un petit peu d'usage aussi, c'est de lire la charte de l'élu. Cette charte est donc obligatoire depuis 2015 et elle comporte 14 articles, donc ça va être un petit peu long, je m'en excuse par avance. Je vais ne pas vous relire tous les articles, je pense que on peut passer ça. Je vais m'engager directement sur l'article numéro 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Article 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Article 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Article 13.
toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Et article 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vous remercie de votre écoute. Nous allons donc poursuivre maintenant avec la fixation des indemnités de fonction. Donc là encore un sujet. Je vais donc, comme c'est un conseil un peu particulier, vous lire toute la délibération. C'est important. Une indemnité de fonction destinée à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat est prévue par le Code général des collectivités territoriales, dans la limite d'une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Le conseil municipal doit délibérer sur le montant des indemnités allouées aux conseillers municipaux dans les 3 mois de son installation. Les indemnités sont calculées en référence à l'indice terminal brut de la grille des salaires de la fonction publique territoriale. Il est possible d'allouer des indemnités de fonction dans la limite de l'enveloppe globale aux maires, aux adjoints, aux conseillers titulaires d'une délégation et aux autres conseillers municipaux, prévus par les articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales et au décret numéro 2015-297 du 16 mars 2015, s'ajoute à l'enveloppe globale la majoration de 15% des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton. Considérant que la commune, et c'est un choix de la commune, de verser une indemnité de fonction aux conseillers municipaux délégués et autres conseillers municipaux, considérant qu'à chaque revalorisation du point d'indice et de la fonction publique, les indemnités des élus locaux sont automatiquement augmentées et qu'il est impossible d'y déroger. On a essayé sur le mandat dernier de suspendre cette mention, ça nous a été retoqué, c'est pas légal, on ne peut pas. C'est une obligation de suivre l'augmentation du point d'indice. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de fixer l'enveloppe financière mensuelle maximale de la manière suivante. L'indemnité de fonction du maire, 55% de l'indice brut terminal, soit 2260,79 €, et du produit de 22% de l'indice brut terminal par 7 adjoints, soit 6330,20 €, soit 8590,99 € pour le maire et les 7 adjoints. Considérant que la commune est un ancien chef-lieu de canton et que ce caractère justifie l'autorisation de majoration des indemnités de fonction à hauteur de 15%, le maire propose donc de fixer l'enveloppe maximale mensuelle à 9 879,64 € pour le maire et les 7 adjoints. D'approuver le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués et des conseillers municipaux. Ce montant est dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé au taux suivant. Donc vous avez à l'écran affiché le taux et le tableau. De fixer le montant, bon, voilà. Donc d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. S'il n'y a pas de questions, le conseil municipal est invité à approuver l'enveloppe financière mensuelle maximale à 9 879,64 € pour le maire et les 7 adjoints. D'approuver le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux comme présenté ci-dessus, donc 15% de majoration, au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton pour le maire et ses adjoints, et ce, dans la limite de l'enveloppe définie. D'inscrire au budget les crédits correspondants, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci à tous.
Point suivant, c'est les délégations du conseil municipal au maire. Je vais laisser la parole à monsieur Pascal Meunier. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Cependant, une assemblée, pour des raisons d'ordre pratique, ne peut pas régler dans le détail et au moment opportun les dossiers communaux de toute nature et de toute importance. C'est pourquoi, depuis la loi 2022-217 du 21 février 2022, portant entre autres diverses mesures de simplification de l'action publique locale, il est possible et souhaitable de déléguer certaines attributions au maire de la commune, et ce pour la bonne gestion des affaires communales, avec comme seul but de faciliter la bonne marche de l'administration. Les décisions prises dans le cadre de cette délégation peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Le maire rend compte à chacune des réunions du conseil municipal les décisions qu'il a prises. Donc je vais vous lister les délégations qui vont être proposées au maire. C'est un peu long, je prie de m'en excuser. Alors, tout d'abord, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer, dans la limite de 1 500 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, à savoir les tarifs et règlements intérieurs des cimetières, les tarifs et conditions de location des bâtiments communaux et des jardins familiaux, les tarifs des loyers des bâtiments et terrains communaux, les tarifs de capture et hébergement d'animaux errants, le tarif de la prime à la capture pour les rongeurs aquatiques nuisibles, le tarif de prêt de véhicules municipaux aux associations ayant une activité sur le territoire communal, les tarifs et conditions de fonctionnement du service éducation, périscolaire, restauration scolaire, centre de loisirs sans hébergement, espace jeune, séjours et actions liées à l'autofinancement de l'espace jeune, les tarifs pour les manifestations municipales, les tarifs et conditions d'occupation du domaine public, à l'exception de ceux relatifs à l'occupation du domaine public par des commerçants. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Également, d'autoriser le maire à procéder, dans la limite de 300 000 € et pour une durée n'excédant pas 15 ans, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et à l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Également de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De pouvoir passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans la limitation de l'estimation du domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme
que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L211-2 à L211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, et ce, dans la limite de 5 000 €. De donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la Commission préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 €. D'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L214-1 du Code de l'urbanisme, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même code. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du CGCT. Le maire informera le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues, ainsi qu'il est prévu à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour la commune. À noter que l'ensemble de ces délégations pourraient être déléguées à un adjoint, et en cas d'absence ou d'empêchement du maire, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal. Le remplaçant du maire sera obligatoirement choisi dans l'ordre du tableau. Voilà, monsieur le maire, l'ensemble des délégations. Merci Pascal. Pas rien. Donc le conseil municipal est invité à approuver les délégations données à monsieur le maire. Qui... Ah, il y a une question, madame l'équipe. Oui. C'est plus qu'une question. C'est bon, impeccable. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, l'examen de cette délégation qui s'appuie sur l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales montre une volonté de donner au maire une autonomie importante qui ne va pas dans le sens d'une démarche participative que nous pensons plus adaptée. La plupart des points sont des copier-coller de la loi. Vous en avez d'ailleurs conservé la numération. Nous pensons que, par clarté juridique et pour éviter d'éventuelles contestations, il serait préférable de numéroter l'acte de manière continue ou de préciser que les points 19, 22, 25 et 27 à 30 ont été volontairement exclus. Comme nous venons de le dire, nous souhaitons que notre Assemblée garde son rôle de pilotage et de contrôle et soit transparente vis-à-vis des habitants. Certains points nous posent question. Le point 2, relatif aux tarifs des services publics, permet au maire de fixer seul des tarifs qui touchent directement le budget des administrés. Nous proposons de retirer de la délégation la fixation des tarifs ayant un impact social direct, restauration scolaire, périscolaire, centre de loisirs. Ces tarifs resteront fixés par délibération du conseil municipal afin de garantir un débat public sur le pouvoir d'achat des familles. Le point 4 sur les marchés publics ne mentionne pas de seuil financier. Bien que des procédures existent et que les crédits doivent être inscrits au budget, le conseil municipal ne verra plus passer les contrats spécifiques puisque le maire a carte blanche. Nous pensons que définir un plafond serait judicieux. Sur le point 11, honoraires d'avocat, nous proposons de fixer un plafond annuel. Tout dépassement devra faire l'objet d'une déclaration préalable. Des frais d'avocat importants signifierait soit un nombre important de recours, soit un contentieux grave. Dans le même esprit, le point 16 nous interroge. C'est une délégation courante que de permettre au maire et à la commune de se défendre.
Ici, la délégation est totale et permet au maire d'attaquer qui il veut sans autorisation des élus. Nous proposons de maintenir la délégation en défense et de soumettre toute action en demande à une décision préalable du conseil municipal. En conclusion, nous ne sommes pas prêts à vous donner les pleins pouvoirs et nous voterons contre. Merci, monsieur le maire. Très bien, Madame l'équipe. Je prends acte de vos remarques. Sachez qu'il n'est pas possible de tout additionner, de tout inscrire, de modifier la liste des articles. Mais je vais laisser la parole au service. Oui, en fait, on a vérifié auprès de service juridique de l'AMF et en fait, on a l'obligation de garder la numérotation qu'il y a dans le Code général des collectivités territoriales. Donc en fait, si on le modifiait, ça serait caduc. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais cela n'empêche pas de mettre qu'on a exclu de la délibération certains articles. Il y a des alinéas qu'on n'a pas mis et du coup, Oui, parce qu'on peut le voir quand on le lit. D'ailleurs, c'était notre première lecture. On s'est dit, tiens, il y a des lignes qu'on sautait ou qui n'ont pas été mises. Donc, ça pourrait être précisé dans la délibération. C'est vrai qu'il y avait des articles qui stipulaient des choses liées à la montagne, par exemple. Non, Bon, il n'y a pas trop de montagnes au pèlerin, ils ont été retirés. Il n'y a pas de problème sur ça. Il faut juste le fixer pour qu'il n'y ait pas de conflit plus tard. Oui, mais je pense pas. C'est de la forme, mais la forme, on sait bien qu'on est très attaché. En fait, la délibération, c'est vrai qu'elle attribue les délégations au maire. Donc, en fait, elle est vraiment là pour spécifier les délégations que le conseil municipal a données au maire et pas vraiment pour dire que le conseil municipal n'a pas donné telle ou telle compétence. On tenait à le préciser. Très bien. On va donc passer au vote. Donc, qui est contre? Donc, 6 voix contre, la minorité. Qui s'abstient? Qui est pour? La majorité. Merci beaucoup. Nous allons passer ensuite à la détermination du nombre d'administrateurs du centre communal d'action sociale. Donc là encore, je vais vous faire lecture de cette délibération. La composition et le fonctionnement du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, le CCAS, sont fixés par le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R 123-6 à R 123-9, ainsi que par le décret numéro 2001-681 du 27 juillet 2001, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Le CCAS constitue un établissement public administratif communal chargé d'animer une action générale de prévention et de développement social au sein de la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées intervenant dans le domaine social. À ce titre, il met en œuvre la politique sociale de la commune, notamment en direction des personnes en situation de fragilité, des familles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes confrontées à des difficultés sociales ou économiques. Le CCAS est administré par un conseil d'administration présidé de droit par le maire. Celui-ci comprend en nombre égal des membres élus par le conseil municipal en son sein et des membres nommés par le maire parmi les personnes qualifiées issues de la société civile, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Conformément aux dispositions réglementaires précitées, le conseil d'administration doit comprendre au minimum 8 membres, répartis à parts égales entre les représentants du conseil municipal et les membres nommés par le maire. Par ailleurs, parmi les membres nommés par le maire, doivent obligatoirement figurer des représentants d'associations œuvrant dans le domaine social, afin d'assurer la représentation des différents publics et acteurs du territoire. Ainsi, ils doivent notamment être représentés un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département, un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, notamment les associations caritatives ou celles portant des chantiers d'insertion. Cette composition permet d'assurer une gouvernance équilibrée du CCAS, associant les élus municipaux et les acteurs locaux du champ social, afin de favoriser la mise en œuvre d'actions adaptées aux besoins de la population. Dans ce cadre, il appartient au conseil municipal de fixer le nombre de membres du conseil d'administration du centre d'action du CCAS dans le respect des dispositions réglementaires précitées, afin de permettre la constitution de cette instance
pour la durée du mandat municipal. Il est ainsi proposé de fixer le nombre de membres du conseil d'administration à 12, soit 6 membres du conseil municipal élus en son sein et 6 membres nommés ultérieurement par le maire, parmi les personnes qualifiées issues de la société civile. Est-ce que vous avez des questions? Madame Day. Alors, j'ai une question qui vient peut-être juste après. C'est pas pour le nombre de sièges? Non. Je ne sais pas. Bon, je Là, la c'est pour poserai fixer juste le nombre après. d'élus uniquement. Donc, le conseil municipal est invité à fixer le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS à nombre 12, soit 6 membres élus par le conseil municipal et 6 membres nommés ultérieurement par le maire, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Et voilà, c'est ici que je présente et on vote. Le Code de l'action sociale des familles prévoit que le centre communal d'action sociale en comprend, outre son président, des membres élus en son sein par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus sont attribués aux autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Il est rappelé que les listes de candidats doivent comporter au maximum 6 noms correspondant au nombre de sièges à pourvoir au sein du conseil d'administration du CCAS. Vous avez donc devant vous des listes fournies par les deux groupes. Je vous invite à en choisir une et à voter, mettre dans l'enveloppe. Et on reprend. Oui, madame. On va d'abord voter. Alors appuyez sur votre bouton de micro et puis allez-y. Merci. En fait, je voulais juste réitérer à l'oral la demande qu'on vous a faite, monsieur le maire, par écrit pendant la semaine. Nous aimerions avoir 2 sièges au CCAS, au conseil d'administration du CCAS. En effet, notre groupe souhaite vraiment s'engager pleinement dans l'action communale, dans l'action sociale communale et au service du CCAS. De plus, pendant la précédente mandature, le groupe majoritaire avait 4 sièges et les groupes minoritaires 2 sièges, donc il s'agirait donc d'une sorte de continuité. Donc nous savons que c'est un scrutin de liste, et pour qu'on puisse avoir 2 administrateurs, il nous faudrait 10 voix. Nous, on est 6. Il faudrait donc que 4 personnes de votre groupe votent pour nous. C'est une demande qu'on fait. Pour nous, ce serait une preuve concrète de l'esprit d'ouverture dont vous nous avez parlé, monsieur le maire, à plusieurs reprises, à nous directement ou dans la presse depuis le scrutin de dimanche. Voilà ma demande. Alors, c'est vrai que c'était judicieux de la poser avant. Pour autant, suite à votre mail envoyé, on a appelé la préfecture. On a appelé savoir si c'était possible, légal, et potentiellement, ce n'était pas une proposition qu'on ne pouvait pas prendre en compte, pour le coup. Simplement, la personne que nous avons eue à la légalité au niveau de la préfecture nous a dit que ce n'était pas possible, que le calcul devait être respecté par rapport aux élections, et que ça pouvait être retoqué, le cas échéant, par la préfecture. On perd la main, en fait, si vous voulez, sur cette histoire-là. Donc on ne peut pas donner une suite favorable à votre... Les élus n'ont pas le droit de voter pour la liste qu'ils souhaitent. En fait, ouais. Comment? Alain, peut-être tu veux préciser, M. Laurière, peut-être quelque chose à préciser? Ouais. Oui, alors c'est vrai que nous, on a vu l'aspect juridique, c'est-à-dire que juridiquement, effectivement, on a l'obligation de respecter le résultat du vote. Bah oui, Bon, c'est après, ça qu'on vous demande. Nous, après, Oui. Du demande vote pas du qu'il y ait- CCS, en fait, si vous voulez. Donc, voilà, nous, après, à notre niveau, on ne maîtrise pas ce que met chacun dans son bulletin. Bah, c'est ça. Bon, c'est une demande claire. On ne demande pas qu'il y ait 2 postes qui nous soient réservés. On sait que c'est en fonction du résultat du vote.
Et voilà, on a fait les calculs. Si on a 10 voix pour nous, on aura 2 postes. Donc voilà, c'est une demande. Ok, on prend bien en compte votre demande et puis après, effectivement, chacun est libre de voter pour qui. Merci. Donc, on va pouvoir faire passer procéder au vote, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Doujon. Paul. Monsieur, vous voulez.
Je voulais simplement dire, donc le résultat montre que, et au vu des calculs, nous avons donc 5 sièges pour nous et 1 pour vous. Dans les 6 membres que le maire peut nommer dans la société civile, il peut aussi vous être proposé un siège à cet endroit-là. On va réfléchir à voir si c'est possible ou pas. Ça n'appelle pas de réclamation du public cette fois-ci, c'est bon? Monsieur Michneau, tout va passe, bien? ça D'accord? Tout va bien, Monsieur Michneau, c'est bon? Voilà. Mais je préfère rester dans la légalité pure, parce qu'il doit être fait, et après on voit comment on peut travailler ensemble. C'était bien l'esprit de mon discours de tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas fini, Monsieur Gaëtan, je vais vous donner la parole après. C'était pour répondre à votre proposition. Ah, ok. Après, d'autant plus, ça peut être d'autres personnes de la société civile aussi qui ont pu faire la campagne et qui peuvent résoudre la solution de l'égalité potentiellement. Bien, ce conseil un peu particulier est donc terminé. Je rappelle que le prochain conseil se déroulera le 4 mai prochain. Alors on réfléchit encore à savoir le lieu, si ça se passera ici ou dans une autre salle. Et j'ai oublié, oui, exactement, je vais revenir. Ouais. Ah oui, pardon, c'est mon premier aussi, je ne suis pas habitué encore. Donc le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des 6 membres du conseil municipal appelés à siéger au sein du CCAS, au conseil d'administration du CCAS, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci beaucoup. Monsieur le maire, Oui. avant que vous clôturiez le conseil municipal, même si vous l'avez annoncé, mais est-ce que je pourrais avoir un droit de parole, s'il vous plaît? Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord, monsieur Berthoud, nous vous félicitons pour votre élection en tant que maire ce matin, ainsi que les adjointes et adjoints. Nous tenons à remercier tous les citoyennes et citoyens qui ont cru en nous et notre programme, qui nous ont fait confiance en déposant un bulletin au nom de la liste Interpelle. Merci du fond du cœur, merci. Nous nous montrerons à la hauteur de leur soutien en étant constructifs dans le respect des valeurs et des engagements qui sont les nôtres. Nous avons lu dans la presse locale, nous avons entendu sur une radio nationale un expert en communication bien connu aux pèlerins dire qu'une campagne électorale devait sonner sincère. La nôtre ne se limitait pas à cela, elle était sincère. Sans contre-vérité et mensonge, et nous en sommes fiers. Nous sommes restés fidèles à notre ligne de conduite, parler de nos idées, de notre programme, sans user du vieux jeu politique du dénigrement. Nous aussi, nous sommes pèlerinés, et notre projet reste de faire de notre ville une commune dynamique, où écologie, solidarité et démocratie participative trouvent tout leur sens. Nous sommes minoritaires aujourd'hui dans ce conseil municipal, mais nous serons une minorité impliquée et agissante. Nous avons bien entendu vos intentions d'ouverture, monsieur Berthoud. Nous sommes prêts à travailler ensemble de manière constructive dès maintenant. Et pour conclure, nous citerons Jean Jaurès. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Merci de votre écoute. Merci à toutes et à tous. Bon week-end.